Bonjour à tous, actuellement on est sur la chaîne de Yas. Ça va Yas? Salut à toi Mister Drimax. Yeah. Je t'ai préparé une dizaine de questions et sur l'immobilier, parce que comme tu le sais, là je suis en procédure pour acheter de l'immobilier et moi ça m'intéresse aussi de savoir ton parcours. Donc là, première question, c'est quoi ton parcours en immobilier? Alors moi j'ai commencé dans les colocations et ensuite j'ai enchaîné par des immeubles de rapport. J'ai commencé en 2018 et en 2020 j'ai commencé à scaler sur les immeubles de rapport et j'ai plus d'une quarantaine de biens, que ce soit des appartements et des maisons. Voilà. Ok. Toi qui possèdes plus d'une quarantaine de biens, combien tu génères par mois? Environ 10 000 € de cash flow net par mois, après avoir payé la mensualité, les charges, taxes foncières, enfin vraiment toutes les charges. Ok. Et dans ta stratégie immobilière, est-ce que tu privilégies la plus-value ou bien les rendements mensuels? Alors moi, je privilégie plus le rendement mensuel parce que moi, l'objectif d'investir en immobilier, c'est pour avoir des revenus passifs et d'être libre financièrement. Donc j'ai privilégié les revenus mensuels, mais j'ai quand même très bien investi. Donc j'ai aussi acheté des biens qui se valorisent et qui sont aussi patrimoniales. Voilà. Ok. Dans ton expérience, avec ton expertise d'investisseur immobilier, est-ce que tu penses que c'est encore intéressant d'investir en IMO en 2026? Oui, toujours, comme ça le sera encore dans plusieurs années. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est un investissement, enfin c'est un actif qui te permet de faire du levier bancaire. Donc en fait, même aujourd'hui, même si les taux sont plus élevés ou autres, en fait, tu vas rembourser du capital mois après mois, année après année, et en fait, tu vas te faire du capital net. Donc c'est toujours le moment d'investir en immobilier. Et dans ta stratégie d'investissement, est-ce que tu investis en IMO seul ou à plusieurs et pourquoi? Moi j'investis seul, je préfère investir seul parce que je trouve que quand tu investis sur du long terme, en fait, quand tu investis seul, tu es maître de tes décisions et aussi c'est à toi, tu es le seul à faire l'arbitrage en fait. Parce que les objectifs changent au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans et si tu investis avec un ami ou autre, en fait, tu peux avoir des changements de vie avec deux chemins qui se séparent. Donc je préfère toujours investir seul. Et au moins je maîtrise mon patrimoine. Ok. Toi avant tu étais salarié, c'est ça? C'est ça, oui. Et maintenant tu es rentier, tu vis de tes rentes et tu voyages à gauche à droite. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un salarié qui souhaite se lancer dans l'immobilier mais qui débute? Moi je leur recommande d'épargner énormément, de vivre en dessous de ses moyens même s'il faut. Et parce que le but, l'avantage, c'est de vraiment se créer une épargne solide pour rassurer le banquier. Donc plus tôt il commence à faire à monter un gros compte d'épargne, et mieux c'est. Et ça, le banquier il va le voir, donc ça va le rassurer pour justement enchaîner les investissements. Donc numéro 1, vivre en dessous de ses moyens et épargner le maximum possible et faire des virements mensuels tous les mois. Ça va vous permettre justement d'avoir un capital pour démarrer en immobilier. Toi qui es propriétaire de plus de 40 biens immobiliers, c'est quoi l'erreur qui t'a coûté le plus cher? C'est de choisir un bien qui avait un défaut. Et en fait, je me suis rendu compte après coup qu'il y avait une fuite sur la toiture. Du coup, ça a généré des désagréments sur tout l'appartement, des problèmes d'humidité. Il fallait tout refaire. J'ai désossé l'appartement, j'ai retiré vraiment tous les murs pour justement retirer toute cette humidité, retirer les champignons qui se sont créés aussi. Et du coup, j'étais obligé de repayer la rénovation d'un appartement complet, donc plus de 30 000 €, plus les frais de traitement pour retirer l'humidité et les champignons. Donc on va dire que c'est une erreur. Voilà. Ah ouais, ça t'a coûté combien au total? Au total, plus de 40 000 €, ouais. Même, ouais, entre 40 et 50 000 €. Voilà. Ok. Tu m'avais dit aussi, il me semble, tu avais un immeuble qui a brûlé, c'est ça? Il s'est passé quoi? C'est un compteur Linky qui a explosé. En fait, en pleine nuit, il y a un compteur qui explose. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas les bons câbles connectés à ce compteur. Et du coup, en pleine nuit, ça a explosé, ça a pris feu. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, les locataires ont réussi à partir. Mais bon, j'ai pu justement être indemnisé par mon assurance, donc heureusement que j'étais bien assuré. Ok, ils t'ont remboursé combien? Plus de la valeur du capital restant dû, donc plus de 100 000 €, ouais. Plus de 100 000 €. Ouais, voilà. Ah ouais, bonne assurance. Voilà, c'est ça. Ok. Tu vois, dans l'immobilier, il y a
des colocations, des appartements, des maisons, des immeubles de rapport. C'est quoi l'investissement que tu recommanderais pour un Français moyen? Bah, commencer par une colocation, je trouve ça bien, parce que ça combine la rentabilité et la plus-value, parce que tu peux acheter un appartement bien placé en plein centre-ville et en même temps avoir de la rentabilité en louant en plusieurs chambres. Et je trouve que c'est bien, et c'est aussi le moins chronophage par rapport à si vous achetez un appartement pour du Airbnb. Là, il y a plus de choses à gérer, même s'il y a des gestionnaires, etc. Il y a plus d'humains à gérer, donc c'est un bon entre-deux. Ok. Voilà. Toi qui as commencé dans la colocation, qu'est-ce que tu sais que quelqu'un qui débute ne sait pas? Bah, c'est vraiment d'optimiser le maximum d'espace et de prendre des grandes surfaces. Et plus tu achètes des mètres carrés, et plus le prix mètre carré est faible. Voilà, plus la surface est grande et plus le mètre carré est faible. Donc ne pas hésiter à négocier, parce que souvent sur ce genre de surface, il y a moins de gens qui sont intéressés, il y a moins d'acquéreurs. En général, les gens ils se ruent sur les studios, les T1, T2. Et du coup, sur les grandes surfaces, il y a plus un pouvoir de négociation, parce que vous achetez des plus grandes surfaces. Tu privilégies des colocations d'étudiants ou des colocations de salariés? Souvent, c'est des colocations d'étudiants, parce que c'est des jeunes qui aiment vivre en colocation. Donc oui, si vous êtes près d'une fac ou en plein centre-ville, c'est quand même mieux d'avoir des étudiants. Après, il y a des jeunes actifs qui sont aussi des bons profils, donc ne pas hésiter. Mais en majeure partie, c'est plus des étudiants. En tant que propriétaire de biens, est-ce qu'il y a des ethnies que tu privilégies ou que tu bannis? Non, je fais aucune discrimination. C'est vraiment au profil, au cas par cas, mais non, je fais aucune discrimination. C'est vraiment en fonction du feeling que j'ai avec la personne et son dossier. Voilà. Ok, très bien. Et de ce que tu as vu, c'est quoi qui permet d'identifier un bon payeur en tant que locataire? C'est une personne qui a qui a un bon dossier. En fait, avant de le prendre, tu peux pas savoir à 100%. Par contre, tu as des indices qui te permettent de voir si ça peut être un bon payeur ou pas. Déjà, s'il critique son ancien propriétaire, déjà ça c'est un red flag. Déjà. Okay. Ensuite, il faut voir s'il a des revenus stables avec un CDI principalement, c'est mieux. Et un mec qui veut trop rassurer sur le fait, oui, vous inquiétez pas, je vous paierai en temps et en heure, qui veut trop être rassurant, c'est bizarre. Voilà, qui veut trop se rassurer, oui, vous inquiétez pas, moi je paye. Normalement, on n'a pas besoin de rassurer, de dire vous avez payé. En fait, ça coule de source. Voilà. Donc il y a ça, c'est des petits red flags. Mais sinon, si vous voulez vraiment être serein, prenez une garantie loyer ou Visal. C'est une garantie loyer qui est garantie par l'État. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ça. Est-ce que tu as déjà un locataire qui ne t'a pas payé et comment tu l'as géré? Oui, j'en ai déjà eu plusieurs qui m'ont pas payé et souvent j'arrive à gérer à l'amiable. Il faut juste avoir une discussion avec lui, lui dire que il faut absolument qu'il paye et que sinon il faut qu'il rende les clés. Et il y a toujours des solutions. Soit c'est vraiment qu'il a un souci et là vous pouvez échelonner les dettes, donc j'ai échelonné la dette. Ou soit je lui demande de partir et le jour où ça m'est arrivé, je lui ai dit écoutez, moi c'est soit vous payez tout de suite, soit vous me rendez les clés. Et au final il pouvait pas payer tout de suite, donc il m'a rendu les clés et on a fait ça en bonne intelligence. Ok, trop bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais d'être propriétaire ou locataire de sa résidence principale? Ça dépend de la ville. Si vous êtes dans une ville qui est une grande ville comme Paris, vaut mieux être locataire parce que pour le même type de surface, vous allez payer moins cher tous les mois, donc un loyer moins élevé que si vous achetez. Parce que si vous achetez, il faut prendre en compte le prix du bien, les travaux, etc. Donc la mensualité plus les taxes foncières, plus l'assurance sera plus élevée que si vous payez un loyer. Donc pour des grandes villes, vaut mieux être locataire. Par contre, pour des plus petites villes, oui, ça peut se tenter, ça peut être intéressant d'être propriétaire de sa résidence principale, surtout si vous voyez très longtemps dans cette ville. Si vous voyez longtemps, oui, autant acheter. Si vous pensez que vous allez faire 1 an, 2 ans, 3 ans, autant être locataire. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à investir en immobilier? Pas forcément, et je recommande même d'investir le plus tôt possible parce que plus on investit tôt, plus on rembourse du capital tôt et plus on a de la valeur nette qui se crée au plus tôt. Donc même dès les 18 ans, il faut avoir un prêt, moi je dis. Ah ouais. Et c'est quoi le profil ou la situation pour commencer à investir? Le mieux c'est d'avoir un CDI, c'est ce qui rassure la banque. C'est ce qui permet d'avoir justement des fiches de paye tous les mois pour justement avoir un crédit. Donc voilà, il faut avoir un CDI. Et est-ce qu'un étudiant il peut commencer à investir en immobilier même s'il a un faible capital?
Oui, sachant que ce que les banques vont apprécier, c'est son jeune âge. Du coup, ils vont prendre le moins de risques possible. Après, moi, j'ai déjà entendu qu'il y a des étudiants, ils prennent un prêt étudiant et ensuite ils investissent dans l'immobilier avec. Chose que je recommande pas du tout, mais j'ai entendu des gens qui le font. Mais bon, je recommande pas parce que c'est quand même risqué et c'est pas fait pour ça, c'est illégal. Voilà. Ok, je vois. Et dernière question, si là je te donne 1 million d'euros cash, comment tu l'investirais pour le faire fructifier? Je mettrais 700 000 euros en levier pour acheter des biens immobiliers. Donc j'utiliserai ça en apport. Souvent on fait un levier x10, donc si vous investissez 100 000, vous pouvez lever 1 million. Donc je mettrai 700 000 en levier pour lever 7 millions. Je mettrai 100 000 euros en bourse pour avoir des intérêts composés sur le long terme. Et ensuite je mettrai 100 000 euros en crypto pour avoir une partie risquée, donc 10% de mon capital en risqué. Là c'est vraiment pour essayer de générer plus d'1 million en crypto. Avec le temps sur le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, franchement il y a peu de risques. Et les derniers 100 000, je les mettrai en private equity sur des boîtes qui sont en devenir dans des pays un peu émergents, genre Inde, Brésil, etc. Vietnam. Vietnam aussi, ouais, ça peut être le cas. Très bonne start-up pour vraiment avoir une vision long terme et sortir avec un gros exit. Voilà. Ok. Écoute, je te remercie Yass, tu as répondu à peu près toutes mes questions. Et dernière question, toute dernière. Si tu avais une pancarte autour du cou et que tout... Attends, je vais la refaire. Et j'ai une dernière question pour toi, Yass. Si tu avais une pancarte autour du cou et que le monde entier pouvait voir ce qu'il y a... Attends, je refais. J'ai une dernière question pour toi, Yass. Si tu avais une pancarte autour du cou et que le monde entier pouvait voir ce qu'il y a écrit dessus, t'écrirais quoi? Keep smile and keep going. Ok, incroyable. Merci beaucoup, Yass. Merci à toi, Mr. Max. Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec toi. Avec plaisir.